Le Tchad et le Royaume du Maroc entretiennent de bonnes relations marquées par des contacts réguliers à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, il est question de les renforcer et de les diversifier, car le Tchad et le Maroc sont deux pays stratégiques de l'Afrique. C'est ce qui explique l'ouverture d'une représentation diplomatique du Royaume du Maroc au Tchad et la nomination d'un nouvel ambassadeur. Son Excellence Mouhieddine Al-Qadri Boutchiche, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi du Maroc. C'est un diplomate de carrière qui a présenté ce jeudi ses lettres de créance l'accréditant auprès du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Mouhieddine El-Qadri Boutchiche a été représentant de son pays aux États-Unis d'Amérique, en Autriche, au Qatar et tout dernièrement en Italie. Selon le diplomate marocain, le président de la République, Idriss Déby Itno, l'a encouragé à maintenir au plus haut niveau la coopération entre N'Djamena et Rabat, une coopération agissante et fructueuse. Nous avons convenu d'œuvrer ensemble avec nos frères du ministère des Affaires étrangères pour donner un nouveau souffle à ces relations dans tous les domaines. Ambassadeur hors classe de 54 ans, Mouhieddine El-Qadri Boutchiche est marié et père de 4 enfants. Il est titulaire d'un doctorat de 3e cycle obtenu en France. Le diplomate chérifien entend contribuer efficacement au renforcement des liens d'amitié. En matière de lutte contre le VIH-Sida, le Tchad n'est pas à la traîne. Des actions de grandes envergures sont menées pour lutter efficacement contre la pandémie. C'est pour encourager les initiatives du gouvernement et particulièrement celle de la première dame que le directeur exécutif de l'ONU-Sida, Michel Sidibé, a demandé à rencontrer la marraine de la Karma et vice-présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour la lutte contre le Sida. Inda Déby Itno, très engagée sur le front de la lutte contre le Sida à travers l'élaboration de son agenda en 2011 en faveur de la santé et de la reproduction des jeunes et l'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère-enfant, ne peut avoir un appui de choix que l'ONU-Sida. L'audience a duré 1 heure pleine, d'où l'importance accordée au sujet abordé. Son combat pour la justice sociale, son combat pour les droits humains, pour une société plus inclusive m'a toujours impressionné. Nous nous sommes entretenus sur l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Vous savez que c'est un agenda qui me tient à cœur. Le Tchad peut être l'un des premiers pays à avoir, disons, une société sans enfants avec le sida, et la première dame veut porter ce combat-là, veut faire en sorte qu'elle puisse mener une campagne qui aiderait à cette élimination. Et j'étais très fier de savoir qu'elle était personnellement engagée dans la lutte contre le sida, et l'ONU-Sida va l'accompagner, l'ONU-Sida va l'appuyer, et l'ONU-Sida va faire en sorte que son message puisse porter non seulement au niveau du Tchad, mais au niveau continental. La vice-présidente de l'OBDAS défend avec conviction l'élimination de nouvelles infections par le VIH et n'hésite pas à dénoncer les pratiques culturelles néfastes à chaque fois que cela s'est avéré nécessaire. Un engagement qui ne tranche pas avec celui du gouvernement qui, depuis 2007, a rendu gratuit la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le premier forum national sur le VIH-Sida et les droits humains au Tchad a vu un parterre de personnalités à ce rendez-vous du donner et du recevoir. La première dame Inda Déby Itno, le chef du gouvernement Emmanuel Adinga, le directeur exécutif de l'ONU-Sida, les diplomates, les représentants des organisations internationales et bien d'autres personnalités ont fait le déplacement du ministère des Affaires étrangères. La prestation de la troupe théâtrale Hassan Keiro a ravi la salle. Mais comment? Alors, tu vois. Ok. Attends. Oui, allô? Oui, c'est l'auberge Mkoutna, oui. Ah oui, réservez-moi la chambre à 10, oui. J'arrive tout de suite. D'accord. De 6 cas en 1986, le Tchad compte environ 200 000 cas de séroprévalence en 2011. Une situation qui préoccupe à plus d'un titre les plus hautes autorités. Et il faut une synergie d'action, et c'est le ministère des Droits de l'Homme qui prend le bâton du pèlerin. Je suis persuadé que les présents travaux seront empreints d'une volonté commune d'agir collectivement pour mieux défendre les intérêts des personnes vivant avec le VIH,
dans le cadre de l'intégration, de la promotion et de la protection de la santé de nos citoyens en général et celle des personnes vivant avec le VIH dont ils sont vulnérables en particulier. L'homme doit être au cœur des actions menées par les différentes politiques pour mieux lutter contre le VIH-Sida. Il souhaite pour sa part que la loi numéro 19, votée par l'Assemblée nationale tchadienne, ne reste pas lettre morte. Pour le directeur exécutif Michel Sidibé, nul ne peut douter de l'engagement de la première dame en faveur de la lutte contre le sida en Afrique. Le premier forum national sur le VIH-Sida et les droits humains au Tchad vise à restaurer la dignité de l'homme et plus particulièrement les femmes qui sont les plus souvent sujets à discrimination. Serment de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour la construction d'une nouvelle nation tchadienne. Monsieur le directeur exécutif, dans votre lutte contre le sida, vous avez déclaré, je cite, « L'accès au traitement équitable est l'une de nos préoccupations majeures. » Fin de citation. Cette tribune m'offre l'occasion aujourd'hui de dire que vous et son Excellence, Monsieur le Président de la République, ardent défenseur des personnes qu'il place au cœur de sa politique, avez les mêmes ambitions. C'est en cela que j'exprime ma fierté, d'abord de femmes, ensuite de citoyens tchadiens et enfin de première dame, hier plus qu'aujourd'hui et demain, de m'engager aux côtés du président de la République pour le triomphe de la démocratie et l'égalité des citoyens. Pour ce faire, j'en appelle à un sévère diagnostic et à des échanges francs et sérieux, afin que vos travaux sortent de nouvelles stratégies, à la fois innovantes et efficaces dans la lutte contre la pandémie du sida, parce que les premières stratégies ont montré leurs limites. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est depuis plus de 10 ans que le président de la République, malgré un environnement hostile, caractérisé par des agressions extérieures, s'est investi dans la promotion et le soutien des droits fondamentaux de ses compatriotes vivant avec le VIH-Sida. Cette lutte pour la protection des droits fondamentaux s'est traduite par la promulgation de la loi 19 portant lutte contre le VIH et la protection des personnes vivant avec le VIH et la mise en place de l'Observatoire national des droits humains par les associations de défense des droits de l'homme. Je voudrais relever ici la décision du président de la République rendant gratuit le traitement antirétroviral et la prise en charge totale des personnes vivant avec le VIH sur les propres ressources. Cette décision a été saluée unanimement par la communauté internationale, faisant du Tchad l'un des rares pays d'Afrique à financer entièrement sur ses maigres revenus la lutte contre le sida. Pour ma part, à ma qualité de vice-présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le sida, marraine de la Karma, j'ai élaboré un plan d'action de riposte contre le sida. Ce plan d'action intègre le volet droits humains parce qu'il prend en compte la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Sa mise en œuvre va impliquer toutes les communautés et les forces vives de la nation. Mais d'ores et déjà, je peux vous garantir que les chefs traditionnels et les leaders religieux des 17 régions sur le 29 contre le Tchad l'ont internalisé. Ils complètent à merveille la stratégie du gouvernement de lutte contre le sida. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le Forum national sur le VIH et les droits humains. Je vous remercie. S'agissant de la mise en œuvre de la loi anti-tabac, la coalition Stop Tabac Tchad sollicite l'apport de la société civile et des médias à travers les campagnes de sensibilisation. Au-delà de cette journée mondiale sans tabac, les 11 organisations de la société civile réunies au sein de la coalition Stop Tabac Tchad entendent s'investir davantage afin de mener des campagnes de sensibilisation contre les méfaits du tabac sur l'ensemble du territoire national. C'est pour adopter le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de financement du projet d'infrastructure rurale
pastorale et de transhumance que les élus du peuple se sont retrouvés. Ce projet, subdivisé en 3 composantes, notamment les aménagements pastoraux et gestion concertée des ressources pastorales, le renforcement des capacités des acteurs de l'élevage transhumant et la coordination et gestion du projet. C'est un projet d'un coût global de plus de 11 milliards qui s'étend sur une période de 5 ans. Son objectif est de promouvoir l'accessibilité aux infrastructures de base pour créer les conditions d'une croissance soutenue et diversifiée de l'économie du pays. Avant d'adopter ce document national, les députés ont émis des inquiétudes par rapport à la gestion du dit projet. Les députés se sont quelque peu inquiétés à propos du choix des régions qui ont été retenues pour ce projet. Mais je pense qu'après les explications qu'on leur a données, des apaisements se sont fait remarquer, puisque vous voyez un peu le résultat du vote qui est majoritairement donc en faveur du projet. Les élus du peuple ont voté ce projet de loi par 149 voix pour, 0 contre et 2 abstentions. C'est un projet qui va couvrir au total 11 régions du pays. La rencontre de N'Djamena sur la criminalité économique et financière a offert l'opportunité aux élus du peuple et au personnel de l'Assemblée nationale de s'imprégner de la mission dévolue à l'Agence nationale d'investigation financière. L'ANIF, en effet, a un vaste et ambitieux programme, celui de lutter contre le blanchissement des capitaux, le terrorisme, le détournement des deniers publics et l'enrichissement illicite. Cette lutte requiert une mobilisation commune et concertée des pays membres de la zone CEMAC. Nous devrons sensibiliser la population à pouvoir gagner l'argent d'une manière licite et non d'une manière illicite. Et en même temps, il y a lieu également de dénoncer ceux qui font ce genre de pratiques. Et raison pour laquelle, en tant qu'État, en tant que pays, cette institution, l'ANIF, est là présente dans le but de suivre donc tout ce qui se passe au niveau national. Pour le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, ce séminaire a inévitablement contribué au renforcement des capacités des élus du peuple sur les nouvelles formes de la criminalité économique et financière. Ces rencontres ont été aussi l'occasion d'identifier et appréhender le rôle de l'ANIF et de ses atouts et réalisations, mais également de ses difficultés, notamment sur le plan organisationnel, en raison de son manque d'indépendance et à la fois sur le plan administratif et financier. À cet effet, il urge d'engager des réformes en vue de la doter d'une autonomie réelle. C'est à ce prix que nous aurons une agence compétente et au niveau de sa mission. Cette session de formation organisée à l'intention des élus du peuple a été animée par des experts tchadiens et camerounais dont le soutien témoigne de l'excellence de la coopération entre les deux pays voisins. La 7e session ordinaire du Parlement panafricain aura duré 10 jours, meublée d'un menu varié et intense. Un invité d'honneur en ouverture de rideau, le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, un sommet parlementaire de la diaspora africaine, la présentation du rapport d'activité de la seconde législature, l'élection du bureau de la 3e législature et des membres des bureaux des groupes régionaux ainsi que des commissions permanentes. Et pour finir, la clôture officielle a été précédée du vote du budget du Parlement exercice 2013. Pour le président nouvellement élu, Bétel Amadi, la session aura été bénéfique pour le processus de transformation du Parlement panafricain et sa bonne marche. Selon le nouveau dirigeant de l'institution, le travail abattu par l'ancien bureau est remarquable, mais les défis restent nombreux. Déjà, l'honorable Bétel Amadi rassure que les propositions émises par les différentes commissions lors de la session seront minutieusement étudiées. Les députés également préoccupés par la situation au Mali et au Sud-Soudan se sont longuement exprimés, condamnant la violation des droits de l'homme dans ces pays. Toutefois, chacun des intervenants a souhaité que l'Afrique elle-même trouve la solution à ces crises. Les parlementaires, eux, sont appelés à poursuivre leur mission dans leurs assemblées nationales respectives. Ils se retrouveront en octobre prochain pour une autre session, toujours avec le même but, construire une Afrique qui parle d'une seule voix. Après le système de gestion à court terme de l'économie nationale adopté en 2011, vient aujourd'hui le modèle de projection des budgets basé sur une prévision à moyen et long terme. Avec ce nouveau projet, la politique financière et budgétaire tchadienne poursuit sa réforme dans le sillage de celle de la sous-région CEMAC. La politique financière et budgétaire aujourd'hui doit sans cesse s'adapter aux changements profonds et rapides
de l'environnement international. Et elle ne peut réussir que si elle se dote d'outils d'analyse, d'évaluation et de connaissances approfondies, le développement d'une culture d'anticipation, de programmation stratégique au niveau national. Le projet en question consiste à la mise à jour des outils de gestion de l'économie nationale. Les cadres du ministère des Finances vont ainsi s'approprier de nouvelles connaissances en matière de cadrage et d'analyse des politiques économiques. Ces instruments de pilotage vont leur permettre de gérer avec efficacité l'économie du pays. Le projet pour lequel nous sommes aujourd'hui réunis répond à la requête du gouvernement qui cherche à disposer d'outils adaptés lui permettant d'avoir une visibilité à plus long terme, et c'est un outil beaucoup plus puissant qui nous permet de mesurer en fait les impacts de nos politiques sur nos populations. Le projet va durer 18 mois et sera exécuté en 3 phases. La première consiste à l'étude des faisabilités, la seconde à sa mise en œuvre et la troisième à son évaluation. Il est cofinancé à hauteur de 215 millions de francs CFA par le gouvernement tchadien et le PNUD. 158 163 élèves arrivés en fin de cycle primaire composent l'examen du concours d'entrée en 6e. Ils sont repartis en 776 centres d'examen sur l'ensemble du pays. Le ministre de l'Enseignement primaire et de l'Éducation civique a procédé au lancement du concours d'entrée en 6e au CEG numéro 2 de Habena. Afin de s'assurer du bon déroulement de cet examen, Faïtiou Etienne et sa délégation ont sillonné 2 écoles de la capitale. Il s'agit du lycée Ibn Al-Haïssam et l'école pilote de Farcha dans le 1er arrondissement. C'est avec sérénité que les élèves ont abordé les premières épreuves. Selon le ministre de l'Enseignement primaire et de l'Éducation civique, les épreuves sont abordables, malgré quelques difficultés constatées. La seule difficulté réside dans les conditions d'accueil, surtout pour le dernier centre de Farcha. Et là, ça nous interpelle. Les organisateurs ont fait de leur mieux, mais nous découvrons avec désarroi que l'école de Farcha n'existe que de nous. Les premières copies sont déjà soumises à la correction de la commission. Selon les correcteurs, le niveau des élèves est quelque peu à déplorer. Les fautes, là, on n'en parle pas. S'il faut vraiment tenir compte des fautes d'orthographe grammaticale, on ne parle pas. Parce que vraiment, là, le niveau des élèves reste à déplorer. C'est vraiment lamentable. Mais s'il faut réellement tenir compte des fautes d'orthographe grammaticale, je pense que nous ne vont pas s'en sortir. Pour le ministre de l'Enseignement primaire et de l'Éducation civique, les épreuves sont à la hauteur des enfants méritants. Il invite par conséquent les parents à ne pas tomber dans la corruption. Ils doivent laisser les enfants réussir selon leurs propres connaissances. La joie était à son comble à la place publique de Bol, à l'occasion de la remise des chèques aux bénéficiaires des microcrédits de la région du lac. C'est une cagnotte de 90 millions que la ministre chargée des microcrédits en faveur de la promotion de la femme et de la jeunesse met à la disposition de 408 groupements féminins et jeunes porteurs de projets pertinents. Plusieurs parmi ces bénéficiaires reçoivent pour la seconde fois les microcrédits pour avoir honoré leur engagement. Malheureusement, un grand nombre des premiers bénéficiaires n'ont pas remboursé les crédits contractés. C'est pourquoi le gouverneur de la région du lac invite au respect de la parole donnée afin que cette politique du gouvernement qui vise à sortir la population de la pauvreté puisse se concrétiser. Je voudrais cette fois-ci attirer l'attention des heureux bénéficiaires quant au respect des engagements pris et partant éviter les erreurs du passé. Car à travers les remboursements à terme échus des crédits contractés, vous rendez énormément service aux candidats en entente. Pour la ministre chargée des microcrédits en faveur de la promotion de la femme et de la jeunesse, la microfinance permet aux populations qui se trouvent en marge du secteur financier traditionnel d'avoir accès aux services financiers et son impact n'est point à démontrer. La région du lac regorge d'énormes potentialités économiques qui sont entre autres l'agriculture, l'élevage, la pêche, la transformation des produits agro-silvo-pastoraux et le commerce. C'est donc pour favoriser ce développement des activités dans ces domaines que le ministère chargé de microcrédit a choisi de financer les micro-projets présentés
par les demandeurs de cette région. Cette cérémonie de remise des microcrédits aux bénéficiaires de la région du Lac s'est achevée par un défilé des élèves des différentes écoles de Bol, ceux des groupements et une liesse populaire. 209 ménages sinistrés reçoivent de l'aide du gouvernement. Une action qui fait suite à l'appel lancé par la population de Maro, localité située au sud du pays. Le bilan est lourd. Des cases, des boutiques et bien d'autres matériels de première nécessité. Partis en fumée. Informée de la situation, la ministre de l'Action sociale, Fatimé Issa Ramadan, et son staff se sont rendus au chevet de la population. Le gouverneur de la région, Mauloud Izzadine, est de la partie. Cette action du gouvernement pour la ministre en charge de la solidarité nationale vise à porter assistance aux populations victimes de l'incendie. Le soutien qu'on avait, l'assistance qu'on avait, nous a permis de résoudre le problème de Maro et continuer à la grande Sido, à Sido même là où il y a eu l'incendie au marché, et revenir responsabiliser les autorités locales pour qu'ils puissent s'occuper du canton de Moussoro. Donc voilà, ainsi j'ai pu réfléchir et répartir l'assistance, parce que sans cela, si on ne le faisait pas comme ça, il serait question de repartir en Djamena. Le gouverneur de la région du Mouinchari, Mauloud Izzadine, salue la disponibilité du gouvernement qui ne cesse de répondre favorablement aux besoins de la population en détresse. Dans le cadre de sa stratégie nationale de réduction de la pauvreté, le Tchad entend développer un certain nombre de secteurs capables de fournir de l'emploi. L'aquaculture fait partie de ses priorités. Elle joue un rôle double. Car au-delà du fait qu'elle contribue efficacement à lutter contre le chômage, elle participe également à assurer la sécurité alimentaire. Le présent atelier, qui porte sur les aspects techniques et économiques d'une aquaculture entrepreneuriale, participe à la mise en place du plan de développement de ce secteur promoteur de l'économie tchadienne. Pour faire face aux enjeux liés au développement de l'aquaculture, le gouvernement du Tchad a sollicité l'appui financier et technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, qui a permis de réaliser dans un premier temps le bilan diagnostique du secteur d'aquaculture, puis l'élaboration d'un cadre stratégique de développement de l'aquaculture au Tchad, validé en juin 2010, et qui sera traduit dans un proche avenir en plan national de développement assorti des plans d'action et d'investissement. La formation sera assurée par des consultants nationaux et internationaux. Pendant les 2 jours qu'elle durera, les techniciens pourront ainsi s'outiller afin de mieux répondre aux défis qui se posent à eux, ceux de propager les techniques assimilées pour une meilleure rentabilité du secteur aquacole au Tchad. Le brassage et la solidarité entre les frères soudanais vivant au Tchad, tel est l'objectif visé à travers cette nuit culturelle soudanaise. Arme redoutable, la culture contribue au développement d'un pays. Cette culture préoccupe à plus d'un titre la jeunesse soudanaise. Pendant la soirée tenue au club soudanais, diverses activités étaient au programme. La jeunesse a montré son savoir et savoir-faire à travers la sensibilisation, la présentation de pièces théâtrales, la musique, les poèmes, l'humour et des messages sur les changements de comportement qui sont la cohabitation pacifique, l'entente, l'amour, le brassage et la solidarité. Pour le ministre de la Culture, Khayar Omar Defalla, le théâtre éduque, sensibilise et conscientise la population. La langue arabe joue un rôle prépondérant dans le milieu culturel. Les ressortissants soudanais résidant au Tchad entendent collaborer et partager leurs connaissances et leur culture avec celle du Tchad. Car, souligne le metteur en scène Idriss Hamdan Ali, Djamena et Khartoum sont des similaires grandes villes et partagent presque les mêmes traditions culturelles. L'ambassadeur du Soudan au Tchad, Abbas Arabi Abdallah, n'a pas caché sa joie de voir les Soudanais du Tchad se divertir de telle manière. Il exhorte enfin la jeunesse à multiplier ce genre de rencontres. La délégation du Haut Conseil de la communication, organe régulateur des médias, conduite par son président Mustafa Ali Alifei, a visité le groupe radio et télévision Al-Nasr. Une visite qui a permis aux premiers responsables de cette institution de constater de visu les conditions de travail de ces médias privés. À travers cette visite guidée, Mustafa Ali Alifei a suivi avec intérêt les explications du directeur administratif Betoubama Vincent. Des explications sous forme de doléances relatives aux difficultés que rencontre cette radio.
Le président du conseil d'administration du groupe radio et télévision Al-Nasr, Aboubakar Mamad Abdallah, se réjouit pour sa part et demande au président du HCC d'être leur interlocuteur. Mustafa Ali Alifei salue les efforts consentis par cet organe. Il faut comparer les réalités, ces réalités-là, pour se donner une idée de l'effort qui est d'être fait par Al-Nasr. Si jusqu'à présent aucun opérateur économique n'a pris l'initiative de créer une radio, une télévision privée, ce qui veut dire que c'est difficile à le réaliser, et c'est en ce sens que nous adressons nos félicitations au président du conseil d'administration de tenir ce pari-là. Lors de la visite, le PCA du groupe radio et télévision a émis le vœu de voir ses agents bénéficier des bourses d'études et de perfectionnement. La coopération française à travers son service de sécurité intérieure dote la police nationale des outils informatiques. C'est donc vient renforcer les dispositifs matériels que détient la police afin de lutter efficacement contre l'insécurité et le phénomène des malfrats. Selon Jean-Max Delux, commissaire divisionnaire de la direction de la coopération internationale, ces matériels permettront à la police de mieux s'organiser et prendre de l'avance sur les malfrats. Le directeur général de la police nationale, Abdoulaye Mouyalta Georges, apprécie à sa juste valeur l'aide des partenaires et salue cette coopération agissante. Selon Abdoulaye Mouyalta Georges, la sécurisation des personnes et leurs biens constitue une préoccupation des autorités en charge du département. Parlons sport à présent, politique, pardon. Le président du Viva RNDP a animé une conférence de presse hier soir à son domicile. Face aux journalistes, le président de Viva RNDP a touché toutes les questions liées à l'actualité nationale et internationale. Marali Josephine. Cette conférence de presse animée par le président de Viva RNDP, Nouradine Delwa Kassire Koumakwe, est relative à la situation socio-économique et politique tant nationale qu'internationale. La famine qui menace le pays, le port de casque et les récentes élections présidentielles françaises sont autant de sujets abordés par le conférencier. Par rapport à la famine qui sévit dans certaines régions du pays, le président du Viva RNDP rassure l'opinion que des dispositions sont prises par les autorités du pays afin de venir en aide à la population concernée. S'agissant du port de casque, le président indique que c'est une mesure à saluer car, dit-il, elle consiste à protéger les vies humaines. Les élections présidentielles françaises n'ont pas été perdues de vue par Nouradine Delwa Kassire Koumakwe. Pour lui, les Tchadiens ne doivent rien attendre du président français, mais plutôt se battre pour le développement de leur nation. L'archevêque d'Indiamena, Mathias Ngarteri, et Soina Potifar, secrétaire général des ententes des églises et missions évangéliques du Tchad, se sont rendus à la grande mosquée. Les deux hommes de Dieu sont allés présenter leurs condoléances aux membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, suite à la disparition du Cheikh Ali Hassan Abdallah Al-Kanemi. Pour Hissène Hassan Abakar, président du Conseil supérieur des affaires islamiques, cette visite confirme les liens d'unité, d'amitié et de fraternité entre les hommes de Dieu. L'archevêque d'Indiamena partage ce moment dur avec le Conseil supérieur des affaires islamiques. Nous voulons que les Tchadiens se considèrent comme un peuple, une nation, des gens qui ont un père et une mère. Et c'est dans ce sens que nous sommes venus pour partager la souffrance de nos frères du Conseil islamique. Selon le cheikh Hissène Hassan Abakar, président du Conseil supérieur des affaires islamiques, cette visite confirme une fois de plus le renforcement des bonnes coopérations entre les représentants des deux religions, à savoir l'islam et le christianisme. Ces jeunes âgés entre 18 et 27 ans sont des réfugiés soudanais vivant sur le sol tchadien. Ils viennent d'être sélectionnés par une ONG américaine pour participer à un tournoi de football en Irak. Par cette participation à cette compétition en Irak, ces jeunes réfugiés vont avoir une ouverture sur le monde. Il y aura un brassage culturel. Ils vont entrer en contact avec d'autres nations. Le gouvernement tchadien, qui multiplie des actions pour le bien-être des réfugiés soudanais, n'a pas hésité pour faciliter le départ de ces jeunes. Pour l'organisation de cette rencontre compétitive,
le gouvernement s'est impliqué dans la collaboration avec le HCR et avec l'ONG AI-ACT afin de prendre toutes les décisions qui se posent à la matière. Pour le représentant de l'ONG américaine Gabriel Storing, c'est sur la base des rapports produits par les organisations œuvrant en faveur des réfugiés que son institution a opté pour le football comme moyen de réinsertion. Le tournoi auquel prendront part les réfugiés footballeurs se déroule tous les 2 ans en Irak. 9 équipes réparties en 3 groupes sont appelées à compétir du 4 au 10 juin prochain.